J'ai rencontré ma petite amie à un enterrement et je suis tombé amoureux, puis je l'ai entendue au téléphone dire qu'elle n'avait commencé à sortir avec moi que parce que ses amis l'avaient défiée de sortir avec quelqu'un d'aussi stupide et laid. Je n'aurais jamais pensé devoir utiliser ce vieux conte, mais je suis vraiment coincé, et j'ai besoin de quelques conseils avant de potentiellement détruire ce qui a été, jusqu'à présent, une relation de 8 mois. Je vais probablement paraphraser ou écrire quelque chose de similaire à ce qui s'est passé, car j'ai passé toute la journée à essayer de me souvenir exactement comment cela s'est passé et ce qui a été dit et fait à partir de maintenant. Donc, pour un rapide contexte, ma petite amie, 24 ans, et moi, 27 ans, sortons ensemble depuis environ 8 mois. Je l'ai rencontré à un enterrement de tous les endroits. Je n'étais pas proche du défunt, il était un ami de mon oncle. Je suis allé uniquement pour tenir compagnie à mon ami Marcus, qui était dévasté par la mort de son oncle. Ils étaient extrêmement proches, ayant passé tous les étés ensemble à pêcher dans sa cabane dans le Maine. Marcus m'a pratiquement supplié de l'accompagner pour un soutien moral, et je ne pouvais pas dire non à un ami dans le besoin. L'enterrement a eu lieu dans l'une de ces vieilles églises, tout en vitraux et bois poli. La journée était sombre. Je suis resté aux côtés de Marcus pendant la cérémonie, offrant une épaule quand il en avait besoin, mais pendant la réception ensuite, il était entouré de membres de la famille, partageant des souvenirs, alors je me suis éloigné pour leur laisser de l'espace. De toute façon, je n'étais pas particulièrement triste. En regardant la réception, je discutais avec l'un des amis de la famille de Marcus dans un coin de la salle, un monsieur plus âgé qui connaissait l'oncle depuis des décennies et partageait quelques histoires étonnamment drôles sur leur jeunesse. Je me suis retrouvé à sourire, ce qu'elle, ma future petite amie, a remarqué de l'autre côté de la pièce. Elle s'est approchée avec un verre de quelque chose de couleur ambrée dont je suis à peu près sûr que ce n'était pas seulement du jus de pomme, puisque la réception avait un bar ouvert. Ses cheveux étaient d'un relevé en un chignon élégant, et elle portait une robe noire simple qui parvenait d'une manière ou d'une autre à paraître à la fois appropriée pour un enterrement et éblouissante en même temps. Elle a fait une blague plutôt morbide, demandant si j'avais mis le défunt dans le cercueil. « Tu souris un peu trop pour un enterrement », a-t-elle dit avec un sourcil levé. « Tu planifies ta prochaine victime ou tu as déjà accompli ta mission avec le gars dans la boîte ?» C'était si direct que j'ai juste ri et failli m'étouffer avec ma boisson. Le monsieur avec qui je parlais s'est excusé avec un sourire complice, et soudain nous n'étions plus que tous les deux. Nous avons commencé à parler tout l'après-midi, nous retrouvant dans cette étrange bulle qui se forme parfois lors d'événements solennels, où l'on se connecte avec quelqu'un de manière inattendue. J'ai appris que son nom était Ellie, et qu'elle était la fille du voisin du défunt, pratiquement de la famille par extension. Elle a grandi en l'appelant Oncle Joe, malgré l'absence de lien de parenté. Je lui ai parlé de mon amitié avec Marcus, et d'une manière ou d'une autre, la conversation a coulé de là vers nos emplois, notre amour partagé pour les films indépendants obscurs et notre haine mutuelle des olives sur la pizza. À la fin des funérailles, j'avais son numéro dans mon téléphone et une sensation étrange que quelque chose de significatif venait de se produire dans ma vie. En rentrant chez moi ce soir-là, je ne pouvais pas m'arrêter de penser à elle. Rencontrer quelqu'un à un enterrement semblait le début d'une comédie romantique terrible ou d'un film d'horreur, mais il y avait quelque chose en elle qui semblait différent. Elle était drôle, spirituelle, belle et une fille vraiment amusante à côtoyer. Alors bien sûr, j'ai tenté ma chance et je l'ai invitée à sortir 3 jours plus tard, ce qu'elle a accepté assez volontiers. Mon ego était au plus haut à ce moment-là. Notre premier rendez-vous était dans un endroit de ramen caché que j'avais découvert quelques mois auparavant. J'étais nerveux, pensant qu'elle pourrait trouver l'endroit trop décontracté, mais elle semblait vraiment enthousiaste à ce sujet. Nous nous sommes assis au comptoir, regardant le chef faire sa magie, et avons parlé pendant des heures de tout et de rien. Elle avait une manière de me faire sentir la personne la plus intéressante du monde, posant des questions attentives et écoutant vraiment mes réponses. Après le dîner, nous avons marché dans le centre-ville, nous arrêtant pour prendre une glace, malgré le temps froid. Je me souviens avoir pensé à quel point il était rafraîchissant d'être avec quelqu'un qui ne se prenait pas trop au sérieux. Le rendez-vous s'est terminé par un baiser étonnamment intense contre ma voiture qui m'a laissé étourdi et planifiant notre deuxième rendez-vous avant même de m'éloigner. Ce week-end-là, nous sommes allés faire de la randonnée dans un parc d'État voisin et j'ai été impressionné par son enthousiasme à escalader des rochers et à traverser des ruisseaux à la recherche de la vue parfaite. Lors de notre troisième rendez-vous, un cours de cuisine où nous avons tous les deux échoué de manière spectaculaire à faire des sushis, j'étais déjà en train de tomber amoureux. Les 3 premiers mois ont filé.
Elle m'a présenté à son appartement, je l'ai présenté à mes amis, qui ont immédiatement été charmés par son charme et son intelligence. Finalement, nous avons commencé à passer plus de nuits ensemble que séparément, et à la marque des 6 mois, alors que mon bail était sur le point d'expirer, il semblait naturel de suggérer que nous vivions ensemble. Nous avons trouvé une maison de 2 chambres à louer avec un petit jardin où je pourrais faire des barbecues, et elle pourrait commencer le potager qu'elle avait toujours voulu. Ce n'était pas grand-chose, mais cela semblait être à nous, et j'adorais rentrer à la maison pour elle tous les jours. Je n'avais pas rencontré beaucoup de ses amis jusqu'à présent, ce que j'ai trouvé un peu étrange. Elle m'a présenté à ses parents au début, mais elle semblait toujours avoir des excuses pour que je ne rencontre pas son groupe d'amis. Ils étaient occupés, ou les événements étaient annulés, ou quelqu'un traversait quelque chose de compliqué. Je n'ai pas insisté, pensant qu'elle m'emmènerait quand elle serait prête. En regardant en arrière, j'aurais dû voir cela comme un signal d'alarme, mais j'étais trop amoureux pour poser des questions. Dans mon esprit, nous construisions quelque chose de réel et durable. J'ai même commencé à chercher discrètement dans des bijouteries, pensant à quel type de bague pourrait aller avec ses mains. Je suis rentré un peu plus tôt du travail hier soir. Je couvrais un quart de travail et le gars que je couvrais est arrivé, donc il n'avait pas besoin de moi pendant 8 heures. Mon patron Jérémy m'a pratiquement poussé dehors, disant « Va surprendre ta petite amie, achète peut-être quelques fleurs en chemin. » J'ai pensé que c'était une excellente idée. Nous avions tous les deux beaucoup travaillé dernièrement et n'avions pas eu beaucoup de temps de qualité ensemble. Alors je me suis arrêté dans une petite fleuristerie près de chez nous et j'ai acheté un bouquet de tournesol. La propriétaire du magasin a même ajouté un peu de gypsophile et l'a enveloppé avec un ruban quand je lui ai dit qu'elles étaient pour une surprise. Je me sentais vraiment bien, imaginant le sourire sur le visage d'Ellie quand j'entrerai. De toute façon, je suis arrivé à la maison plus tôt que prévu, et la porte d'entrée était déverrouillée, ce qui n'était pas inhabituel. Ellie oubliait parfois de verrouiller quand elle était seule à la maison. Je pouvais l'entendre rire de la cuisine, ce rire plein qui m'avait attiré vers elle en premier lieu. J'ai supposé qu'elle regardait quelque chose de drôle sur son ordinateur portable tout en cuisinant, comme elle le faisait souvent. J'ai posé mon sac et les fleurs silencieusement, prévoyant de la surprendre avec une étreinte par derrière, mais en m'approchant, j'ai réalisé qu'elle était au téléphone avec quelqu'un. J'étais sur le point de la surprendre avec une petite frayeur quand elle a dit, et je cite, « Je n'ai jamais voulu que toute cette histoire avec BF dure aussi longtemps. Je ne sortirai jamais avec quelqu'un comme lui normalement. » Je me suis figé dans le couloir, mon cœur battant soudainement fort dans mes oreilles. Il y a eu une pause, puis elle a continué. « Je sais, mais il est vraiment très gentil, et le sexe n'est pas mauvais non plus. » Une autre pause suivie de plus de rires. « Oh mon Dieu, Tina, arrête. Je ne suis pas si désespéré, mais... » « Mais sérieusement, toi et Stacy avez été tellement en me faisant faire ça. 8 mois, tu peux croire que ça fait si longtemps? Je ai des lanins... Ma main a dû glisser contre le mur, ou peut-être que j'ai fait un son inconscient de détresse. Elle m'a vu juste après avoir dit cela. J'admets que j'ai fait un son que je ne peux même pas commencer à expliquer, et elle m'a entendu. Sa tête s'est tournée rapidement, le téléphone toujours pressé contre son oreille, et ses yeux se sont écarquillés d'horreur quand elle m'a vu debout là. Je n'avais jamais vu quelqu'un devenir aussi pâle auparavant. Le sang a littéralement quitté son visage, la laissant grise et malade. Elle avait les yeux écarquillés et pleins de larmes, les lèvres tremblantes. « Je te rappelle » a-t-elle chuchoté au téléphone, puis l'a laissé tomber sur le comptoir avec fracas. « Depuis combien de temps es-tu debout là » a-t-elle demandé. « Assez longtemps, ai-je répondu. « Que voulais-tu dire par là, Ellie, en disant que tu ne voulais jamais que ça dure aussi longtemps ?» Elle a essayé de s'approcher, mais j'ai reculé, ne voulant soudainement plus qu'elle s'approche de moi. « Bébé, ce n'est pas ce que tu penses » a-t-elle commencé, des larmes se formant déjà dans ses yeux. « Sérieusement ? Parce que ça ressemblait beaucoup à si tu sortais avec moi comme une sorte de blague. C'est vrai, je suis juste un cas de charité pour toi et tes amis ?» Ma petite amie a ensuite passé l'heure suivante à avouer qu'elle n'avait jamais prévu de sortir avec moi, mais dès que ses amis ont découvert qu'elle m'avait donné son numéro, elles ont trouvé une photo de moi en ligne et m'ont apparemment trouvé si ridiculement peu attirant qu'elle devait juste faire semblant de sortir avec moi pendant 1 semaine pour me donner de l'espoir. Elle s'est assise sur notre canapé avec des larmes coulant sur son visage en me racontant tout, comment ses amies, Tina et Stacy, avaient toujours été les filles blats populaires et jolies depuis le lycée, et comment elle les suivait toujours. Elles ont regardé ma photo sur Facebook après qu'elle a-t-elle mentionné avoir rencontré quelqu'un d'intéressant à un enterrement, et ont ri jusqu'à en être malade de ma photo de profil.
Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme sérieusement, ce gars avec la calvitie naissante et le corps de papa, a-t-elle expliqué, sa voix petite et honteuse. Et Tina a dit quelque chose comme tu devrais totalement sortir avec lui, juste une fois, donner de l'espoir au pauvre gars avant d'écraser ses rêves. Et j'ai accepté. J'aimerais plaisanter. Ses amies à elle et apparemment ma petite amie sont toujours coincées dans la phase des méchantes filles du lycée. Ces filles, maintenant dans la vingtaine, avec des carrières et des vies d'adultes, jouaient encore cruellement avec les sentiments des gens, comme si elles avaient 16 ans et dominaient quand les couloirs de l'école. Ma petite amie a accepté, mais apparemment elle a oublié, car nous sortons ensemble depuis 8 mois, pas une semaine. Elle m'a dit qu'elle avait été stupide d'accepter cela et que j'étais un gars vraiment gentil et qu'elle m'aimait vraiment, mais qu'elle ne s'attendait jamais vraiment à ressentir cela pour moi après notre premier rendez-vous. J'allais tout arrêter comme je l'avais promis, a-t-elle admis en se tordant les mains sur ses genoux. Mais ensuite tu m'as embrassé, et c'était vraiment bien. Alors j'ai pensé qu'un rendez-vous de plus ne ferait pas de mal. Et puis un rendez-vous s'est transformé en un autre, et soudain j'ai réalisé que j'étais vraiment en train de tomber amoureuse de toi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ton type de gars? Quand je lui ai demandé d'élaborer, elle a murmuré qu'au début elle ne me trouvait pas attirant, mais après avoir fréquenté pendant quelques semaines, elle a cessé de se soucier de mon apparence. Mes ex-petits amis étaient à tous ces gars conventionnellement attirants, a-t-elle dit, comme si cela allait d'une manière ou d'une autre me faire me sentir mieux. Tu sais, le type musclé avec des cheveux et des dents parfaits, mais ils étaient en tout dévorsantes à la fin. Tu es différent. Tu es gentil, attentionné, et tu écoutes vraiment quand je parle. J'admets que j'ai un peu perdu patience ici, et je l'ai traité d'immature et de perte de mon temps. Je lui ai dit que j'aurais aimé qu'elle rompe avec moi une semaine après avoir commencé à sortir ensemble, parce que découvrir toute cette, 8 mois plus tard, alors que je tenais à elle, que je l'aimais, c'était horrible. Comment puis-je faire confiance à tout ce que tu dis maintenant? Ai-je crié, faisant les 100 pas dans notre salon. Est-ce que quelque chose de tout cela était réel ou suis-je juste l'option sûre et ennuyeuse que tu as acceptée parce que tes ex-petits amis sexy te traitaient comme de la merde? Elle a tressailli à mes paroles, plus de larmes coulant sur son visage. C'est réel, a-t-elle insisté, se levant pour essayer de m'atteindre. Je t'aime, j'aime notre vie ensemble. S'il te plaît, tu dois me croire. Mais je ne pouvais pas, à ce moment-là, tout ce que je pouvais voir, c'était elle riant avec ses amis telas, à mes dépens, me décrivant comme une sorte de cas de charité qu'elle avait pris en charge. Toutes ces fois où elle avait commodément des excuses pour que je ne rencontre pas ses amis avaient soudainement un sens. Elle avait honte de moi tout ce temps. « Je dois sortir d'ici, ai-je finalement dit, allant dans notre chambre prendre quelques vêtements. Je ne peux même pas te regarder en ce moment. » Elle m'a suivi, suppliant et pleurant, mais je l'ai ignoré. J'ai jeté quelques vêtements dans un sac de voyage, pris mon ordinateur portable et le chargeur de mon téléphone et me suis dirigé vers la porte. « Où vas-tu » a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Est-ce que ça fait une différence ?» Ai-je rétorqué, mais ensuite j'ai soupiré. « Chez ma mère, j'ai besoin d'espace pour réfléchir. Je reste chez ma mère en ce moment parce que j'ai besoin d'espace pour réfléchir et me défouler. Ma mère a toujours été mon roc, la personne vers qui je me tourne quand tout va mal. » Elle a ouvert la porte, a regardé mon visage et a simplement dit « Oh chérie » avant de me tirer dans une étreinte. Je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais besoin jusqu'à ce que je me retrouve à lutter contre les larmes dans ses bras. Elle n'a pas insisté pour des détails immédiatement. Elle m'a simplement installé dans mon ancienne chambre, m'a apporté un sandwich et un thé, et s'est assise avec moi pendant que je grignotais la nourriture. Finalement, je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans interrompre, son expression devenant de plus en plus choquée à mesure que l'histoire se déroulait. « Que dois-je faire, maman ?» ai-je demandé quand j'ai terminé, me sentant comme un enfant perdu à nouveau, malgré mes 27 ans. Elle a soupiré profondément. « Seul toi peux décider cela, chérie, mais demande-toi, même si elle t'aime maintenant, pourras-tu lui faire confiance à nouveau? Et veux-tu être avec quelqu'un qui, même pour un instant, traiterait une autre personne de cette manière ?» Ces questions résonnent dans ma tête depuis toute la nuit. Serais-je un idiot de rompre avec ma petite amie à cause de cela? J'ai éteint mon téléphone peu de temps après être arrivé chez ma mère. Je ne pouvais pas supporter l'idée de voir des messages ou des appels d'Ellie, pas avant d'avoir eu le temps de tout digérer. Ma mère a respecté mon besoin d'espace, vérifiant de temps en temps, mais me laissant principalement avec mes pensées. Ce soir, je me suis assis dans le jardin de ma mère, regardant les étoiles et essayant de donner un sens à tout cela. Je continue à repasser des moments de notre relation dans ma tête,
me demandant s'ils étaient un réel ou juste une partie du rendez-vous prolongé par pitié. La façon dont elle me regardait, parfois avec tant de chaleur et de tendresse, était-elle sincère ou était-elle simplement une meilleure actrice que je ne l'imaginais? 8 mois de ma vie, 8 mois à construire ce que je pensais être un avenir avec quelqu'un, tout basé sur un mensonge.